Nous allons continuer avec une amie, non pas berlinoise, une amie occitane qui vient de Berlin spécialement pour participer à notre colloque. Je parle de Béatrice Durand, entre autres auteure de la nouvelle idéologie française, qui tient des propos intéressants, décoiffants, non conformistes, mais qui nous permettent de nous remettre en question. La parole est à Béatrice. Je rappelle qu'on a ici 8 exemplaires de l'essai édité chez Stock de Béatrice Durand. Comme Béatrice vit en Allemagne, à Berlin, l'intérêt de son intervention, c'est de montrer un point de vue extérieur à l'Hexagone sur l'attitude de la République française vis-à-vis de ses minorités. Alors d'abord, je suis très émue et touchée d'avoir été sollicitée par M. Lelay à l'occasion de cette journée que l'ARPA consacre à l'événement Diffperson. Moi qui ne suis ni africaniste, ni familière de la pensée Diffperson, ni bretonnante, ni bretonne, ni particulièrement au fait de la chose bretonne. Alors comme vous l'avez dit, s'il y a une problématique régionale qui me serait plus familière, ce serait la chose occitane, mais il y a simplement ici des gens beaucoup plus autorisés que moi, beaucoup plus compétents sur ce sujet. Voilà, mais il se trouve que j'ai été amenée à écrire un livre qui est en fait une sorte de pamphlet contre le renouveau de l'idéologie républicaine ces 30 dernières années. Alors ce livre, je l'ai écrit dans des conditions un peu particulières dont j'aimerais parler parce que c'est finalement un aspect du livre. Alors, comme vous l'avez dit, je ne vis plus en France depuis maintenant presque 30 ans. J'ai vécu aux États-Unis et surtout en Allemagne depuis les années 90. Et quand je reviens régulièrement en France, et surtout quand je lis la presse française, puisqu'en fait mon contact avec la société française passe par la lecture de la presse, j'ai été frappée au cours de ces 20 dernières années par l'inflation de ce discours républicain. Alors, ça c'est juste un exemple, hein, mais vous voyez, hier j'étais dans l'avion et j'ai lu Libé, et donc je tombe sur un article écrit par Cécile Duflot, qui est ministre du Logement, contre la fracture résidentielle, un combat républicain. Alors, bon, il y a de la République à toutes les sauces, elle veut dire simplement par là que la hausse de l'immobilier crée des situations d'injustice sociale. Enfin, c'est tout ce que veut dire l'article. Et donc, vous voyez, il suffit d'ouvrir la presse pour voir de la République un peu partout. Alors, il se trouve aussi que cette référence républicaine qui avait complètement disparu dans l'usage, dans le débat politique. Je pense que pour des 30 glorieuses, bon, j'étais assez petite, mais quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique à la fin, dans la deuxième moitié des années 70, on ne parlait pas de République. Et c'est quelque chose qui est revenu dans le discours et qui est revenu et qui affecte en fait maintenant tout l'échiquier politique de l'extrême gauche. Alors pensez à quelqu'un comme Mélenchon, mais jusqu'à l'extrême droite. Vous savez que Marine Le Pen se réfère régulièrement aux valeurs de la République et que d'ailleurs elle s'en présente comme le meilleur défenseur. À elle incombe cette tâche puisque selon elle, les autres partis ne font pas leur travail de défense de ces valeurs de la République. Alors, il me semble que cette référence républicaine que l'on met à toutes les sauces est devenue, en 30 ans à peu près, la langue de bois de notre société. C'est un discours absolument commun, à tel point qu'il fait partie
alors là j'emprunte ce titre à un livre d'une anthropologue qui est Raymond Carole, qui fait partie des évidences invisibles de notre société, c'est-à-dire que tout le monde parle cette langue de bois sans même en avoir plus conscience. Alors c'est non seulement une langue de bois, mais c'est aussi une pensée de bois, un ensemble d'automatismes de pensée qui imprègnent à la fois non seulement le discours politique, mais aussi bien sûr des mesures, des politiques, éventuellement des lois. Et ce qui est tragique dans cette langue de bois, c'est qu'on finit par avoir l'impression que la référence républicaine, donc la référence aux valeurs de la République, la référence aussi à une tradition, à une histoire, à toute une philosophie ou une pensée de la République, finit par aboutir à quelque chose qui me paraît bien souvent en contradiction flagrante avec les fondamentaux de la République, avec ses principes. Puisque ce discours républicain, cette logorée républicaine dans laquelle nous baignons en France, elle est en fait l'instrument d'un... Enfin, elle a été, d'abord peut-être, elle a été réactivée en réponse aux angoisses de la société française face à toute la question de l'immigration. C'est comme ça qu'elle s'est imposée. Et sa fonction principale, c'est de remettre en question à la fois l'intégration ou la capacité de la fraction de la population aussi de l'immigration à s'intégrer dans la société française. Et donc c'est devenu en fait une sorte de défense de la francitude. Alors, comme j'enseigne à l'étranger à des étudiants qui apprennent le français comme une langue étrangère, donc j'enseigne l'histoire culturelle et ce qu'on appelle la civilisation, donc ce troisième pilier des études linguistiques, littérature, linguistique et civilisation. Je dis ça à cause du sens du mot civilisation qui peut être gênant, surtout quand on parle dans un contexte temporellement la notion de civilisation par rapport à la culture, difficulté. Et donc civilisation au sens de la matière scolaire ou universitaire. Et c'est donc une chose que j'ai dû expliquer, présenter, enseigner. Qu'est-ce que c'est que cette tradition républicaine dont toute la classe politique et à la limite toute la société française se réclame maintenant, d'où elle vient, et pourquoi aussi ce discours étrange, que veulent dire les Français avec ça, pourquoi croient-ils aussi être si exceptionnels avec ce qu'ils appellent leur valeur ou leur identité républicaine. Et donc, il y a dans ce livre un élément presque pédagogique en quoi consiste aujourd'hui ce discours républicain. Et en même temps, il y a bien sûr un élément fortement polémique, puisque en même temps j'essayais de faire l'inventaire, une sorte de cartographie de ce discours républicain dans sa version actuelle, j'essaie aussi d'en dénoncer l'hypocrisie et les sophismes. Alors, peut-être le fil rouge de ce renouveau républicain, de cette idéologie républicaine telle qu'elle s'est réinventée depuis, disons, le milieu des années 80. Alors, bon, ce renouveau a été porté d'abord par des intellectuels, donc des gens comme Anna Finkielkraut, Régis Debray. Je pense aussi à Elisabeth Badinter qui a essayé de formuler un féminisme républicain contre les dérives différentialistes du féminisme américain. C'est aussi discours politique qui a été porté au départ par certains hommes politiques. Alors on a déjà mentionné ici le nom de Jean-Pierre Chevènement. Et au début, quand Jean-Pierre Chevènement a réactivé cette fibre républicaine,
il était peut-être un peu isolé. Et au fil du temps, ce discours s'est étendu à tous les partis. Et il ne faut pas interpréter, je crois, l'échec politique de Jean-Pierre Chevènement comme un indice du déclin de ce discours, mais au contraire, comme le fait que ce discours était devenu tellement commun qu'un parti qui se réclamait de ce discours ne présentait plus un grand intérêt. Alors, le fil rouge de cette pensée, sur la pensée républicaine, est le suivant. C'est en fait un paradoxe, c'est un paradoxe très curieux. D'un côté, la République se dit indifférente aux différences de race, de sexe, de religion, d'orientation sexuelle, tout ce qu'on veut. Et donc, on pourrait imaginer que cette indifférence de principe à toutes les différences qui se rencontrent dans la société est une disposition généreuse qui va permettre l'égalité et l'absence de discrimination. Et en réalité, cette indifférence se manifeste, et c'est d'ailleurs toujours manifesté dans l'histoire au début du XIXe siècle, elle se manifeste sous une forme très curieuse et très paradoxale, par un combat acharné contre toutes ces différences, dès qu'elles se manifestent, dès qu'elles deviennent visibles, contre des différences qu'il s'est toujours agi de réduire à l'invisibilité ou d'éradiquer d'une manière ou d'une autre. Alors, je pense que bon, là, j'ai un peu l'impression ici aussi de prêcher des convertis, dans la mesure où je ne peux pas vous faire un discours sur l'impérialisme linguistique ou le colonialisme culturel. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les effets, non pas appliqués à la question régionale, mais à la question sociale, en particulier à la question de l'immigration, de sa présence dans la société. Donc c'est un peu comme si la permanence de différences visibles au sein de la société était interprétée par cette idéologie républicaine presque comme un signe d'inégalité. C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans le féminisme dit républicain, qui est résolument égalitariste, mais d'un égalitarisme qui tendrait par exemple, à occulter malgré tout la question des différences, et qui tend parfois aussi à confondre égalité avec mixité. Comme si, à partir du moment où il y a quelque chose qui a pourtant joué un rôle important dans le féminisme des années 70, une sociabilité féminine ou féministe, il fallait interpréter ça comme du différentialisme ou quelque chose qui met en péril l'égalité et la différence républicaine de principe aux différences. Alors, je vais aborder, en fait, je vais aller assez vite, quatre aspects, quatre domaines, quatre sujets sur lesquels se déploie cette énergie républicaine. Le premier, ce sera la laïcité, au sens que le terme a fini par prendre dans le débat d'aujourd'hui. Le second, ce sera le mythe du modèle républicain d'intégration. Le troisième, la hantise républicaine du péril communautariste. Et le quatrième, ça sera l'idée ou l'idéal, à mon sens tout à fait illusoire et vain, d'une nation qui serait purement civique, purement politique et désincarnée. Alors, pour ce qui est de la laïcité, je résumerai la chose en disant qu'on assiste aujourd'hui à un divorce assez curieux entre ce qu'on peut appeler la laïcité juridique, c'est-à-dire la séparation de l'Église et l'État telle qu'elle est mise en œuvre par la loi 1905, et d'autre part, ce que les historiens ou les anthropologues appellent la laïcité narrative, c'est-à-dire ce que la société parle ou se représente comme étant la laïcité.
Alors, cette laïcité narrative aujourd'hui, elle consiste dans le fait que, bon, d'abord, on l'a dit, menacée, toute la société la sent menacée par la présence d'une fraction importante dans la population immigrée qui est musulmane. Cette laïcité serait menacée par des comportements ou des pratiques religieuses qui refuseraient de s'invisibiliser, c'est-à-dire qui se manifesteraient d'une manière indiscrète dans la sphère publique, alors que, selon la compréhension de la laïcité narrative, la religion devrait être une affaire privée, c'est-à-dire être obligée de se cacher. Alors en fait, là, c'est là qu'on voit le divorce, parce que la laïcité, dans son principe, telle qu'elle est mise en œuvre par la loi de séparation de l'Église et de l'État, n'impose pas du tout aux pratiques religieuses de se cacher, d'être privée au sens où elle serait cantonnée, elle serait cachée dans la sphère privée. Privée veut simplement dire que c'est une initiative privée de l'individu qui décide de ses choix religieux. C'est simplement une manière de dire que ce n'est pas la puissance publique qui impose une certaine option religieuse puisqu'elle est neutre et qu'on a rompu avec la situation de l'Ancien Régime dans laquelle les sujets du roi avaient la religion du roi. C'est ce que signifie simplement le fait que la religion est devenue une affaire privée. Or, la société d'aujourd'hui tend à l'interpréter comme une nécessité de le cacher et donc réagit de manière hystérique à toute manifestation trop voyante. D'ailleurs, la société française réagit aussi de manière hystérique à toute manifestation trop visible, trop indiscrète, d'appartenance collective. Un peu le temps dans la chose, voilà. Alors, c'est très frappant quand on compare avec, parce que d'autres sociétés européennes, par exemple la société allemande, réfléchit aussi, et d'une manière éventuellement difficile, à qu'est-ce qu'une société est en droit d'attendre de ses immigrés, ou qu'est-ce qu'elle est en droit d'attendre, qu'est-ce qu'elle est en droit de leur imposer. L'islam en Allemagne est-il soluble dans la forme allemande de la séparation de l'Église et de l'État? La société néerlandaise, la Suède, aussi l'Italie, l'Espagne, toutes ces sociétés se posent ces mêmes questions. Mais nulle part le débat ne s'est focalisé d'une manière aussi spécifique sur la question de la visibilité. Alors, voilà peut-être pour la laïcité, je vais aller assez vite. Pour ce qui est du modèle républicain d'intégration, alors bien sûr, on a conscience à l'heure actuelle que ce modèle ne fonctionne plus aussi bien qu'il est censé avoir fonctionné. On impute ce mauvais fonctionnement de l'intégration à ceux qu'il s'agit d'intégrer. En réalité, l'existence même de ce modèle d'intégration est une sorte de mythe rétrospectif, de reconstruction de l'histoire, parce que si on y songe bien, la bonne intégration des immigrés, que ce soit des Italiens, des agricoles italiens, des républicains espagnols, des juifs polonais, enfin toutes ces générations d'immigrés que la France a intégrées depuis la fin du XIXe siècle, en réalité, leur intégration n'est pas le fruit d'une volonté politique ou d'un projet politique, elle est tout simplement le fruit de circonstances économiques et démographiques favorables. Alors, ensuite, le péril communautariste. C'est un mot qui n'était pas en usage en France il y a 30 ou 40 ans. Et maintenant, vous le lisez à peu près tous les jours dans les journaux. La société française se croit menacée d'un éclatement communautariste, comme si diverses communautés essayaient chacune d'accaparer l'espace et la puissance publique. Alors c'est très curieux à divers titres, d'abord parce que l'idée du... Par exemple, en Allemagne ou même en Grande-Bretagne, personne n'utilise le mot communautarisme pour désigner ce qui serait un comportement de différentes communautés, qu'elles soient religieuses, ethniques ou régionales, pour désigner le comportement de groupe à l'intérieur de la société
que l'on perçoit comme agressif et mettant en danger l'unité nationale. Il n'y a qu'en France qu'on utilise ce terme avec ce sens-là. Or, au départ, c'est un mot qui a été créé par la philosophie politique américaine, par des auteurs comme Michael Walzer, Michael Sandel et d'autres. Et il a dans leur philosophie, curieusement, un sens très différent. Donc en ce sens, c'est d'ailleurs un phénomène intéressant, c'est un bel exemple de transfert culturel. Ce mot communautarisme a été emprunté alors que les philosophes américains qui l'ont forgé lui donnaient un tout autre sens, et curieusement, les idées de ces philosophes seraient d'une certaine manière assez proches d'un certain nombre d'idées républicaines françaises, ce dont on n'a aucune conscience en France parce qu'on ne lit pas ces auteurs, enfin ils ont été traduits, mais on ne les lit pas ou on les lit mal, et on assimile leur philosophie à une défense, une défense agressive des communautés qui menacerait l'identité républicaine. Voilà, alors il reste à prouver bien sûr que les différentes communautés qui sont effectivement visibles dans la société française seraient animées de cette intention que leur prête la peur républicaine du communautarisme, c'est-à-dire qu'elle constituerait une sorte d'État dans l'État, qu'elle constituerait des sociétés potentiellement politiques visant à faire concurrence à la communauté politique, à la communauté des citoyens. Et alors, dernier élément de ce discours néo-républicain, ce serait l'idée que la France est une nation civique par opposition à ce que serait une nation ethnique, c'est-à-dire que la France serait une nation purement politique qui est dégagée de tout ancrage ethnique, et que c'est ce qui ferait son universalité. Par opposition à de vilaines nations. Alors, le sujet m'intéressait aussi beaucoup, parce que sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, le discours républicain a souvent fait jouer à l'Allemagne contemporaine le rôle du méchant ou le rôle du pôle négatif, et dans ce discours républicain, on stylise toujours l'Allemagne en exemple de la nation ethnique. Les Allemands seraient une nation dont l'existence est culturelle, ethnique, et par la même, d'après le discours républicain français, fermée, pas ouverte à ceux qui ne seraient pas des Allemands ethniques, ce qui, autant sur le plan historique que sur le plan juridique, est totalement erroné. Donc voilà, la France, dans le discours républicain, la France est pensée comme une nation volontariste et civique, ouverte. Ce qui est faire bon marché du fait que la France, même si elle se veut une nation politique, reste une communauté ethnique avec tout ce qui va avec, une histoire, avec une histoire, une culture, qui font que même si elle est une communauté civique, elle n'en reste pas moins aussi une nation culturelle. Alors, cette distinction de la nation civique et de la nation ethnique, qui revient toujours un peu comme un marronnier dans ce discours néo-républicain, c'est une distinction qui est intéressante à titre spéculatif. La nation civique et la nation ethnique sont effectivement deux idéotypes, mais il est totalement absurde de classer les nations en les unes ethniques et les autres civiques. Toutes les nations sont l'un et l'autre. Voilà. Alors, je m'en tiendrai là peut-être pour ces quelques motifs
discours néo-républicain. L'un des principaux torts, à mon sens, de cette renaissance républicaine est d'avoir fourni à notre ego national une conscience décalée de lui-même. L'opération de recyclage de la tradition républicaine, puisqu'il s'agit bien, à mon sens, d'une opération de recyclage. Les thèmes de ce discours républicain, de cette idéologie républicaine d'aujourd'hui, ne sont plus les mêmes que ceux, par exemple, de l'époque de Jules Ferry. Mais on essaye de recycler cette tradition pour répondre à des questions qui sont celles du présent. Donc cette opération de recyclage a fourni à la société française un miroir flatteur, un passé glorieux, une projection idéale d'elle-même. Elle alimente un consensus conservateur, réactionnaire au sens propre du terme, c'est-à-dire une réaction à toutes les peurs contemporaines suscitées par la mondialisation, la présence de l'islam au sein de la société et la diversité culturelle de la société. Le caractère réactionnaire, ou au moins défensif, de notre néo-républicanisme se manifeste dans son goût de l'autorité, dans sa façon incantatoire d'invoquer des valeurs qu'il est incapable de définir et de transmettre de manière plausible, par ses attentes béates vis-à-vis de l'État et par sa volonté récente de définir une identité française garantie par le gouvernement. Alors là, je fais allusion au débat sur l'identité républicaine impulsé par Nicolas Sarkozy pendant l'hiver 2009-2010, qui est un bon exemple de cristallisation de ce discours républicain. Notre actuel républicanisme induit une interprétation pessimiste du présent, aveuglée par une grille d'analyse dont nous ne percevons même plus l'ombre portée sur la réalité. Ce blocage nous interdit peut-être de faire face avec plus d'imagination aux défis de l'époque. Les prétentions de l'idéal républicain à offrir la solution politique juste, la mémoire qu'il s'est forgée, sont d'une hypocrisie redoutable. Le surmoi républicain dont s'est trouvée ainsi pourvue la société française n'est pas étranger à l'arrogance avec laquelle ce pays se représente à lui-même au reste du monde. Cette arrogance, donc, il n'est pas simple pour une société de cultiver une image d'elle-même qui diverge si cruellement de ce qu'elle est vraiment. La critique du néo-républicanisme dans lequel je procède ne vise en réalité aucun de ses principes fondamentaux, la poursuite d'un État qui garantit à chacun le maximum de liberté, ce qui passe par la neutralité de ce même État, le caractère individuel de la relation du citoyen à l'État, mais cette critique visait simplement leur réinterprétation ces 30 dernières années. Voilà, je vous remercie.